Bonjour à tous et toutes, je suis Alice de Maximi. Ce sont les trucs et astuces ou tips des femmes de santé. Le principe de ça, ce quart d'heure suivi d'un quart d'heure de questions, c'est l'une d'entre nous, femmes de santé, membres du collectif, qui vient nous présenter son domaine d'expertise en un quart d'heure pour qu'on reparte plus sachante qu'en arrivant. C'est en visio retransmis, rediffusé ensuite en ligne, donc c'est très souvent regardé, hein, on a plusieurs centaines de vues dans les épisodes. J'en profite pour vous dire, car on sait aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas membres du collectif qui nous ont rejoints. Donc, www.femmesdesanté.fr, en haut à droite, rejoignez-nous. Il y a un questionnaire et on regarde deux choses. La première, c'est que vous faites bien partie du secteur professionnel de la santé. Et la seconde, c'est que vous partagez les valeurs du collectif, qui est un collectif qui se veut transversal, qui veut faire avancer la santé de manière plus innovante, plus humaine. Et voilà, et ça sert à ça, et ça sert aussi au RGPD, puisque je viens de la Commission européenne et que j'ai été biberonnée à ça. Bonjour Sabine. La place est à Juliette. Alors Juliette, je présente toujours un petit peu. Juliette et moi, on se connaît. On a travaillé ensemble à l'ARS Île-de-France. Voilà, donc je vais prendre mes anti-sèches, Juliette, si tu veux bien, parce que je connais pas ton CV complètement par cœur. Donc, tu es diplômé d'une école de commerce, mais tu es aussi diplômé en santé publique et tu as commencé par faire du conseil, puis tu es parti à l'ARS. Tu es aussi passé par par le ministère de la Santé, où tu étais chef. Voilà, chef de mission, agence, partenariat et autres. Et de la concertation, faut le dire clairement. Alors, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais en tout cas, c'est un poste important, ça c'est sûr. Tu étais aussi programme manager ensuite à Médecins sans frontières, et puis tu as eu l'idée de créer MyYesLife, qui est une plateforme. Je vais le dire autrement parce que c'est important. Je pense que tu es une pionnière indirectement de la Femtech. Et donc, je pense que tu es complètement légitime pour nous raconter ce que tu vas faire à deux niveaux. D'abord parce que tu as eu le prix de la chaire UNESCO, le prix éducation de la chaire UNESCO qui est santé sexuelle, et j'oublie un des mots humain. Et droits humains. Santé sexuelle et droits humains, tout à fait. Voilà, santé sexuelle et droits humains, le premier prix en 2020, c'est quand même pas rien, avec MyYesLife. Et c'est une plateforme d'accompagnement de la santé intime et sexuelle des femmes. Et on va dire que tu es quasiment, peut-être même la pionnière dans ce domaine. Et non, pas vraiment, mais je l'ai fait avant que ça devienne à la mode. Voilà. C'est ça, exactement. Et tu as levé les tabous en premier. En tout cas, ça, c'est sûr. Et tu vas nous expliquer ce qu'est la Femtech et ce que ça n'est pas aussi, parce que beaucoup de personnes se revendiquent de la Femtech tout en n'en étant pas. Et j'aime bien ta définition de la Femtech que tu vas nous raconter parce que tu la places vraiment dans la santé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que la Femtech, c'est pas non plus la vente de serviettes hygiéniques. Voilà. Donc, on va le dire comme ça. Pardon d'être aussi cru, mais c'est la vérité. Et je vais te céder la parole parce que finalement, c'est bien plus intéressant ce que toi, tu vas te dire que ce que je j'espère en tout cas. En tout cas, merci de me donner l'occasion de vous en parler un peu. Peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, compléter ce que tu dis. Alors, c'est très élogieux et je t'en remercie, mais je pense pas revendiquer le titre de pionnière de la Femtech en France. Juste rappeler que quand j'ai lancé MyYesLife, c'était en 2020. J'avais pas obligatoirement connaissance que je lançais quelque chose qui était en Femtech. Du coup, donc voilà, quand j'ai lancé MyYesLife en 2020 et même un peu avant, pour être honnête, j'avais pas l'idée que je rentrais dans le monde de la Femtech. Ça m'a permis de découvrir que non, je n'étais pas une pionnière, que ça existait. Mais c'est vrai que le sujet est venu sur le devant de la scène et vous en entendez probablement dans le monde professionnel parler beaucoup plus depuis, je dirais, une bonne année et demie, en tout cas en France. C'est un domaine dans lequel on commence à être reconnu, même la BPI communique sur la Femtech et parle de la Femtech. C'est bon signe, hein, c'est la banque d'investissement nationaux, donc du coup c'est plutôt bon signe. Et mon objectif à moi aujourd'hui, alors évidemment en un quart d'heure on va pas faire un cours sur comment lancer sa boîte en Femtech là maintenant, mais l'idée c'était de vous donner un petit peu des clés, de vous parler aussi les deux grands points essentiels pour moi en tout cas, et aussi fondé sur mon expérience et mes erreurs, et vous donner l'opportunité aussi de
de parler à d'autres femmes. Donc, je vais en citer quelques-unes femmes et hommes, qui ont lancé aussi des femtech ou qui aident au lancement de la femtech, et c'est important aussi. Donc, la femtech, c'est un secteur qu'on dit avec un vrai potentiel, mais c'est un secteur qui est encore en construction. Pour rappel, et c'est important, la femtech, c'est l'ensemble des technologies qui se concentrent sur la santé des femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle se concentre sur la santé des femmes et même, pour être plus précise, sur le prisme de la santé génésique et sexuelle de la femme. Du coup, par extension, on parle de femtech aussi des fois quand on aborde des sujets autour de la cardio, un sujet pour les femmes, des sujets autour de, par exemple, l'absence de femmes dans les cohortes de tests des médicaments, d'essais cliniques de médicaments, mais de manière aujourd'hui, en termes industriels, quand on parle de femtech, on parle surtout de santé intime et génésique de la femme. On parle de santé, donc sans être peut-être aussi définitif que toi sur la partie hygiène, tout ce qui est hygiène des menstruations, il n'en reste pas moins que c'est un tout petit bout de l'iceberg de ce qui existe en femtech et ce qui pourrait exister en femtech, et qu'il y a un champ énorme en termes de santé. Il y a un champ énorme, alors en termes de santé d'un point de vue économique, je l'ai mis là, les chiffres ils grandissent chaque année. On estime aujourd'hui le marché pour 2027, donc le marché économiquement, ce que ça peut générer en termes d'argent, à 60 milliards de dollars, c'est beaucoup. Je pense que c'est en plus probablement sous-estimé parce que à date, on représente 50% de la planète, et à date, on a tout au fur et à mesure acquis une certaine autonomie financière qui, en tout cas pour une partie d'entre nous sur la planète, qui permet de plus en plus de regarder cette économie. Beaucoup s'y sont pas trompés. Depuis 4 ans, on voit des labos pharma qui créent des branches dédiées en santé de la femme. C'était le cas de Merck récemment. On voit des labos pharma dédiés santé de la femme qui émergent, comme Theramex, qui s'est créé en 2018 et qui est vraiment dédié santé de la femme. Et d'un point de vue numérique, parce que c'est aussi un sujet qui est beaucoup écouté, vous avez peut-être les unes et les autres, pour les dames qui sont dans l'Assemblée, une application qui suit vos règles, voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que Google Venture, donc le fonds d'investissement de Google, est le premier investisseur dans tout ce qui touche à la santé numérique des femmes. Donc, un vrai enjeu. En gros, il y a des choses à faire et il y a des choses à faire d'un point de vue économique, mais il y a aussi un très gros enjeu en termes de santé publique. Geneviève Courreau, c'est une citation de Geneviève Courreau qui est au Conseil à l'égalité hommes-femmes, qui disait « Depuis 2000, l'espérance de vie des femmes progresse moins vite que celle des hommes et elles restent en bonne santé moins longtemps. » Quelques exemples. Vous l'avez toutes et tous entendu au moment de l'annonce de la stratégie endométriose. Aujourd'hui, le temps de diagnostic moyen d'une endométriose chez la femme, c'est en moyenne 7 ans. Et très honnêtement, les expériences que j'entends, elles sont beaucoup plus longues. C'est une maladie qui va toucher une femme sur 10. Et plus globalement, si on regarde les 3 maladies chroniques gynéco que sont le syndrome des ovaires polykystiques, les fibromes utérins et l'endométriose, on parle d'une femme sur 3 non ménopausée qui souffre d'une maladie chronique gynéco, avec tout ce que ça implique en termes d'impact à la fois sur sa santé, son bien-être, mais aussi en termes sociétal, d'inscription dans la vie et de relations aux citoyens. Ça, c'est un exemple. Je pourrais aussi revenir en France, et on a un vrai sujet sur le cancer du col de l'utérus, la vaccination ou pas, sur la prise en charge des cancers gynéco, sur la prise en charge de maladies post-reproduction et la prise en charge plus globalement de la santé des femmes en post-reproduction. En gros, il y a un vrai sujet, et le non des moindres étant celui du retard aux soins en France pour les femmes. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, avec Femmes de Santé et les sujets à venir. Mais à retenir, il y a un potentiel en santé publique et il y a un beau potentiel d'un point de vue économique. Si on regarde les sujets, peut-être la slide suivante, quel est le champ des possibles ? Et ça, c'est peut-être pour revenir sur une définition, il y a un trait qui voilà. C'est pour revenir c'est pour revenir sur la définition dont on parlait tout à l'heure. La particularité de la femtech, c'est qu'elle est à la croisée de 3 domaines. Et c'est ce qui la rend peut-être un tout petit peu plus complexe, mais aussi 100 fois terriblement intéressant. Sinon, moi, j'y serais pas en tout cas. Le premier, c'est que c'est quelque chose qui touche au marché de la santé. On est sur la santé.
Le deuxième, c'est qu'on est sur de l'innovation technologique et scientifique. Il y a eu, par exemple, la pilule du lendemain, ben, c'est une formidable innovation en Femtech. Voilà. On est sur de l'innovation santé, technologique et scientifique. Et le troisième point, une transformation sociétale. Parce que la partie Femtech, elle émerge de besoins et de demandes sociétales qui, à un moment, disent, ben là, c'est pas normal. Et il faut faire quelque chose, et on va chercher, et on va proposer. Aujourd'hui, ce qu'on voit émerger, et c'est pas générique, et vous verrez que je vais citer des Femtech qui sont sur d'autres domaines, mais aujourd'hui, ce qu'on voit émerger, c'est des Femtech qui tournent beaucoup autour des innovations et des Femtech qui tournent beaucoup en France comme à l'étranger autour de la fertilité, de la reproduction, du syndrome des ovaires polykystiques et de l'endométriose, qui sont deux grosses maladies gynéco. Le SOPK, pour information, c'est très lié à la fertilité parce que c'est la première cause d'infertilité des femmes, une femme sur 10. Et le parcours de soins, qui est un sujet qui revient de plus en plus et on voit émerger ce qu'on appelle des cliniques dédiées à la santé des femmes. Mais il y a encore plein de domaines dans lesquels il y a des choses à faire, même s'il y a aussi pas mal de choses à faire sur ces domaines-là. La ménopause, qu'on voit émerger en pointillé, mais qui est un gros sujet, d'autant plus avec du coup le prolongement de l'espérance de vie, et puis l'accès aussi à une certaine forme de pouvoir politique, social et économique de femmes de plus de 50 ans qui disent moi en fait je veux qu'on s'occupe de moi. Les cancers gynéco, j'en ai parlé, et plus globalement tout ce qui touche au retard de soins des femmes dans de nombreux domaines. Donc ça, c'est les possibles. Si on y va sur comment ça se couvre, peut-être la slide suivante. Quand on démarre un projet en Femtech, il est évident, et j'ai envie de dire, c'est même un peu l'ADN de toutes les entreprises innovantes, c'est ce qu'on appelle le pain dans le jargon des startups, ça vient d'un besoin. Mais chez les Femtech, ça a aussi cette particularité que ça vient souvent d'une prise de conscience collective. C'est un retard de diagnostic, c'est une non prise en compte de la douleur, c'est un inconfort de vie. Ça peut être aussi des inégalités de traitement. Tout ça, ça fait émerger un besoin qui souvent se traduit par un besoin grand public, des publications, des comptes Insta, des réseaux sociaux qui vont s'élever, des preneurs de parole qui vont parler. Mais ça s'arrête pas là. Et ça, c'est super important parce qu'une fois qu'on est parti de là, après, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Et mettre en œuvre un projet Femtech, et vraiment, j'insiste sur ça et je lancerai un appel à la communauté derrière, mais c'est un projet qui a besoin d'une équipe pluridisciplinaire. C'est à la fois des entrepreneurs heureux, ou en tout cas des profils de type entrepreneur, mais c'est aussi des professionnels de santé et des scientifiques, alors, l'un pouvant être commun, mais aussi à part. Il y a à la fois des scientifiques sur tout ce qui est sciences du vivant, mais aussi des scientifiques d'un point de vue informatique, tech, tout ce qui est data scientist, donc intelligence artificielle, big data. Et puis des communicants, des communicantes et des preneuses de parole. Des gens qui peuvent aussi porter cette démarche parce que même si on est sur quelque chose de très, très scientifique, il faut continuer de porter, d'expliquer, d'exprimer pourquoi c'est important de mettre en œuvre cette démarche et de la financer. Et ça, je vais y venir juste derrière. Un dernier point, quand on en est sur l'équipe, si je me lance en Femtech, pluridisciplinaire et le genre. Je suis une grande défenseuse de la présence des femmes dans le monde du travail à tous les niveaux, mais je suis aussi la première à dire c'est important de mettre de la diversité. C'est pas tant que c'est moins bien ou plus mal de travailler qu'avec des femmes ou qu'avec des hommes, mais clairement faire porter un projet Femtech par des équipes mixtes, j'insiste, pas que des hommes, pas que des femmes. Faire porter un projet Femtech par des équipes mixtes, c'est encore plus renforcer la légitimité de ce projet dans notre société qui, à date, est composée d'hommes et de femmes. Et c'est toujours plus rigolo de mélanger les opinions et les paroles. Et je pourrais en discuter avec vous par la suite, bien sûr. Si on passe à la slide suivante, et ça, c'est vraiment important, la Femtech, c'est pas... je vais être peut-être, et je m'excuse si ça en vexe certaines, mais c'est pas atelier macramé en fait. C'est pas je me lance dans un petit truc sympa, machin et tout. C'est un vrai projet. Je l'ai répété, c'est un projet d'innovation en santé
pour toutes celles et tous ceux qui sont dans cette assemblée et qui ont eu l'occasion de s'intéresser un tout petit peu au développement d'une molécule, d'un nouveau médicament en biotech ou d'une IA en santé, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Donc, prenez le temps, quel que soit l'objectif de votre projet, de lever avant de démarrer. Vous n'allez pas lever énormément au départ, mais quand je dis lever, c'est réunir des fonds. On ne peut pas créer, le mythe de la femtech créée dans son garage, ça n'existe pas. C'est pas possible. Donc, déjà, il faut plusieurs types de personnalités. Il faut mobiliser des gens et il faut aussi une certaine sécurité dans ce qu'on est en train de faire et normalisation, surtout si on s'adresse à un marché européen et à plus forte raison français, qui fait que de toute manière, on aura besoin d'argent et de temps. Dernier point, avant d'arriver à la conclusion, je suis désolée, j'ai pris 2 minutes en plus, je vais prendre 2 minutes en plus. Je voulais quand même vous présenter, vous dire, enfin, si vous vous lancez en Femtech, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul. On est plusieurs à Edge. J'en ai mis quelques-unes. Je m'excuse par avance si dans l'assemblée, il y en a que j'ai pas citées. Il y a évidemment MyEsLife, mais je voulais vous parler aussi des structures très, très médicales qui sont sur des DM, donc comme Lattice Médical, qui est sur de la prothèse mammaire, ou Endodiag, et qui travaille à un diagnostic de l'endométriose. Des structures qui sont plus tournées vers la fertilité et le numérique, comme Freya, qui travaille sur le parcours de procréation médicalement assistée. Vulvae, qui elle va être plus sur des problématiques de douleur et de soins et de kiné autour de la douleur en ligne. Des choses beaucoup plus numériques comme Omena ou Luna, ou Luna sur l'endo, Omena sur la ménopause. C'est un des premiers acteurs en France qui émerge sur ce sujet-là. Livy, désolé, le logo est un peu blanc. Puis un dernier acteur que j'adore, parce que c'est pour moi la Femtech, low technologie, mais qui a un vrai intérêt et qui pour le coup travaille vraiment en coordination avec les gynécos, qui est Imagine by Ginov, et qui est une culotte de consultation gynéco. Et puis il y a aussi des communautés. La pionnière dans la communauté et de la fédération des Femtech, c'est Sista, qui est une communauté de femmes entrepreneurs qui promeut l'entrepreneuriat féminin dans la tech, et qui a été la première à créer une communauté, Sista Femtech, qui a permis déjà de nous rassembler et de se connaître déjà, et de savoir qu'on était sur différents secteurs, mais on a souvent des problématiques similaires. Station F, qui a beaucoup légitimé la Femtech les 2 dernières années en créant un programme Femtech. MyEsLife a fait partie de la première promotion et ça a clairement donné une vraie légitimité à ce qu'on fait. C'est un programme qui réunit des Femtech européennes. Sextech for Good, qui est un collectif autour des entreprises de la sextech, mais qui rassemble aussi beaucoup d'entreprises de la Femtech. Parce que comme j'aime à le dire souvent, c'est compliqué de parler de sexualité sans parler de santé intime quand on s'adresse à des femmes et vice-versa. Donc un vrai collectif, et un nouveau-né que je porte avec deux autres femmes, qui est la Femtech School, qui pareil vise à renforcer encore la présence des Femtech et à aider les Femtech à rentrer encore plus dans un prisme santé. Voilà pour les quelques démarches. Un dernier point, et là c'est vraiment un appel au peuple. La Femtech française a vraiment besoin des scientifiques et professionnels de santé français. Les professionnels de santé françaises, et je pense en particulier aux pharmaciennes, aux médecins, aux gynécos, aux sages-femmes, vous êtes largement féminine, et aujourd'hui c'est primordial que vous vous saisissiez aussi de ces sujets-là, parce que vous connaissez bien les attentes de vos patientes, et vous avez cette expertise dont on a besoin, nous, entrepreneurs, pour pouvoir aller plus loin et développer des choses encore plus pointues en termes d'innovation. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes professionnel de santé ou scientifique, à vous rapprocher de moi, d'un des collectifs que j'ai décrits ou d'une de ces startups que je vous ai présentées. On a besoin de femmes comme vous aujourd'hui pour encore plus aller plus loin en termes d'innovation. Et puis, le deuxième point, c'est si vous vous lancez en Femtech, pensez communauté.
Peut-être plus que toutes les industries auxquelles j'ai eu l'occasion dans ma vie précédente de participer. La Femtech, c'est quelque chose qui se construit ensemble parce que de toute manière, c'est un enjeu sociétal. Je vous ferai pas l'affront de vous citer ce qui se passe récemment dans un pays qui est quand même à la pointe de la technologie, de l'économie et de la libérisation de la femme. Mais il y a quand même un vrai enjeu politique toujours autour du corps de la femme. Donc, venir travailler sur la santé des femmes, c'est le faire en se serrant les coudes. Donc, n'hésitez pas, et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Donc, n'hésitez pas à rejoindre une de nos communautés ou en tout cas à prendre contact avec d'autres entrepreneurs. On est toujours preneuse d'échanger, de parler, quel que soit notre niveau d'expérience. Désolée pour le petit temps en plus. Ah non, mais c'était passionnant. Merci de ton temps justement et de cette présentation. Écoute, j'ai pas besoin de faire de résumé. Je pense que tu as très bien mis en place les choses. Évidemment, moi j'ai quelques questions, mais c'est pas à moi de les poser aujourd'hui. On en reparlera éventuellement, sauf si on n'a pas. Je vous invite à appuyer sur la petite main pour poser vos questions et on aura un ordre d'affichage. Si vous voulez bien. La parole est à vous, membres de l'Assemblée. Moi, j'ai un enjeu. Où est la frontière entre la sextech des femmes et la femtech? Alors, comme on est sur la santé sexuelle et intime, l'enjeu, c'est le terme santé. C'est aussi bête que ça. Il y a aujourd'hui des sextech que j'ai pas cité, mais qui font un travail formidable de détabouisation de la sexualité féminine, du plaisir féminin, comme par exemple Puissante, hein, que vous avez peut-être vu passer parce qu'elle a une belle notoriété aujourd'hui, mais il y en a d'autres, ou Le Son du désir, qui est un podcast dédié au plaisir féminin. Il y a des choses qui se font aujourd'hui, mais elles sont pas santé. C'est à partir du moment où tu rentres dans le champ de la santé, donc dans le champ du soin, quel qu'il soit, ou que tu abordes en tout cas ces problématiques avec un prisme santé, du coup, tu es dans la femtech. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bonjour. Bonjour Muriel. Bonjour Alice. Je suis Muriel Benita, donc j'ai lancé Meditex, un salon médical autour de la santé, des innovations, ouvert au grand public et aux professionnels de santé. Et je voulais juste vous dire qu'une des thématiques que l'on va développer avec notre partenaire Média Le Point, d'ailleurs pour cette conférence de haut niveau, ça sera autour de la femtech. Donc, je suis aussi, voilà. Donc, ça tombe très bien. J'ai vu apparaître cette réunion. J'ai dit, mais il faut que j'y sois. C'est l'endroit où être. Bravo, Alice, pour l'organisation et toutes celles qui ont contribué et bien sûr pour votre intervention. En l'occurrence, j'aimerais aborder les deux points, en fait, quand on sera sur cette conférence. Et donc, où se trouve la place de la femme quand ces algorithmes ensuite sont utilisés dans la capacité d'analyser les besoins de la femme. Mais on parlera aussi de la place de la femme dans la tech. Donc, toutes celles qui voudraient contribuer à la préparation de ce sujet-là, de cette thématique-là, pourquoi pas avoir aussi un corner qui sera réservé à la femtech à voir. Vous serez plus que les bienvenus et merci de m'avoir donné la parole pour que je puisse en parler et faire appel moi aussi. Donc, effectivement, et je vais capitaliser sur ce qu'on a partagé aujourd'hui. Parfait. Merci Muriel. Et oui, n'hésitez pas, on se garde. Et Muriel est une femme de santé. N'oubliez pas que vous avez la plateforme qui est dédiée. Vous pouvez vous contacter les unes les autres. Donc, utilisez-la hein, parce qu'on a quand même codé pour vous. Utilisez. Donc, voilà. Donc, petite pub pour la plateforme. Allez-y. Voilà. Allez-y, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, éventuellement. Bonjour à toutes. Chloé Gouzy, donc moi je travaille au sein du laboratoire Organon, donc qui est effectivement le laboratoire issu de la qui porte beau et fort. Voilà, et donc qui est effectivement un positionnement assez fort pour la santé des femmes. Et donc ma question était effectivement au-delà d'investissements financiers, comment qu'est-ce que les femmes tech peuvent attendre ou veulent ou souhaitent que les laboratoires fassent en termes d'accompagnement, de support, de soutien, quel qu'il soit? Alors, autour des femtech, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de faire le lien. Déjà, les labos, c'est des exits potentiels. Donc, c'est important aussi que vous expliquiez comment et pourquoi. Alors, pardon, c'est du jargon de start-up.
c'est des structures qui peuvent les laboratoires sont potentiellement l'entreprise qui va pouvoir racheter in fine la start-up ou l'entreprise qui se lance et donc lui permettre d'aller plus loin dans son développement. Et du coup, en tant qu'exit potentiel, donc en tant que structure de ce type-là, c'est important aussi, je pense, pour les femtech d'entendre ce que vous regardez et comment vous les regardez. Il y a cet enjeu-là. C'est un enjeu financier, mais plutôt un enjeu long terme. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à ça, Chloé. Donc, plus vous intervenez, plus vous dites, nous, on travaille sur ces sujets-là, nous, on s'intéresse au digital pour telle raison, plus vous expliquez pourquoi, ou pas, voilà, ou nous, on cherche à faire un truc en biotech, mais on n'est pas trop sûr de nous, quelles sont les attentes et qu'est-ce que vous voyez émerger, plus vous créez des liens qui ont des liens qui sont, enfin voilà, c'est pas juste un enjeu de communication, c'est aussi un enjeu de développement. Plus pour nous, je pense, ce sera quelque chose d'important. Et ça nous permet, nous, d'aller plus loin. Après, en termes le deuxième enjeu, j'en ai beaucoup parlé, je lance mes appels, il faut mobiliser. Si je me trompe pas, et corrigez-moi les unes et les autres, mais il me semble que dans le monde des professionnels de santé, aujourd'hui, on est à plus de 70% de femmes. Et donc, je suis toujours surprise de voir que les personnes que j'arrive à mobiliser autour de la santé des femmes chez les soignants, c'est plus souvent des hommes, en fait. Pour plein de raisons et que je vais pas détailler ici. Enfin voilà. Donc c'est important de créer ces liens et d'encourager. Peut-être même vous avez des pharmas, des médecins, des biologistes au sein des labos qui vont pouvoir partager, échanger. Partager peut-être leur sujet de recherche parce que ça donne des idées et continuer dans ce domaine-là. Donc, il y a à la fois cet enjeu pour vous, labo, de nous dire ce que vous cherchez. Et là où vous avez, voilà, pourquoi vous nous regardez, parce qu'il y a cet enjeu-là aussi. Et puis le deuxième qui est vraiment de pouvoir peut-être créer des liens informels qui vont déboucher sur une spin-off ou juste sur une bonne idée. Voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup. Mais merci d'être intervenu. J'ajouterais juste une chose, enfin deux choses. La première, c'est on organise des états généraux. Les états généraux, c'est les femmes de santé qui bossent pour trouver des solutions utiles, pratiques et concrètes pour répondre à une problématique de santé. Le premier atelier était un peu un atelier fourre-tout où tout le monde y a mis du sien. On a trouvé des orientations pour travailler sur les états généraux qui auront lieu en octobre, donc welcome on board. Et le deuxième point, c'est que Femmes de santé va s'ouvrir, alors pas uniquement sur la femtech, etc. Et à ta school, parle-en parce que tu vas mettre en place un bootcamp qui va aider ces femmes. Enfin, donc voilà, donc ça va être très intéressant. Donc c'est le moment d'en parler. Donc par exemple, Chloé, aller aider ce bootcamp ferait vraiment partie des choses intéressantes. Et puis de l'autre côté, nous, on va créer une structure où on va demander à tous les membres du collectif qui le souhaitent, bien sûr, de rentrer dans Ashkind. Et Ashkind va créer des mini-fonds d'invest pour ce moment horrible qu'on a vécu quand on est start-upeuse, où on a eu un peu de fric au début de la famille. On n'est pas encore pour les VC ou pas encore pour les business angels. Et la santé prend du temps, comme dit Juliette. Et merci de me l'avoir dit à un moment où moi, c'était dur. Et ce moment qui prend du temps et où on n'est pas encore éligible à de l'investissement clair, etc., c'est là où il n'y a personne, en tout cas en France. Je sais qu'à l'étranger, il y a des moments. Et nous, on va essayer de créer des mini-fonds. Alors, pas forcément sur la femtech, etc., mais peut-être, mais ça, Juliette, on en reparlera parce qu'il faudrait qu'on fasse un truc ensemble, mais des mini-fonds d'invest, des mini-sociétés d'invest où on va non seulement investir un peu les manques qu'il y a à ce moment-là, mais en plus aider les femmes qui rentrent là-dedans. En tout cas, une société dont au moins un des associés est une femme, obligatoirement des femmes de santé. Je me tais, mais c'était juste pour rebondir là-dessus. Alors, il y a une question de Jouar juste qui dit qu'elle est pharmacienne, et qu'elle aimerait se rendre utile dans la femtech. Comment procéder? Alors déjà, ne pas hésiter à rencontrer des entrepreneuses, aller les voir, échanger un peu. Alors, il y a peut-être des thématiques, Jouar, qui vous intéressent plus que d'autres. Et puis, les collectifs que j'ai cités, après, moi, je suis sur LinkedIn et je mets en relation facilement, donc n'hésitez pas à me contacter. Mais les collectifs dont je vous ai parlé pourraient aussi permettre de faire un step au-dessus. Et il y a des choses qui vont venir, donc stay tuned. Mais oui, on cherche. On peut être soit entrepreneuse et hop, voilà. Et nous, on vous aide en tout cas, à vous orienter sur ça. Soit simplement vouloir aller un peu plus rejoindre un projet
Et le matchmaking, c'est quelque chose qu'on fait volontiers, l'ensemble des collectifs dont je vous ai parlé, et puis même les autres entrepreneuses. Et pardon, alors c'est vrai qu'il y avait des questions aussi. J'espère que j'ai répondu à Joa. Laurie. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce petit échange vidéo qui est très, très intéressant. Quand j'écoute la plupart des acteurs qui sont cités, je me rends compte qu'on parle assez peu du monde de la recherche. Et pourtant, je pense que les chercheurs peuvent apporter énormément aux projets qui sont en train de se construire à n'importe quelle étape de leur élaboration, que ce soit en amont, à la génération des idées, aux hypothèses, pour les levées de fonds aussi. Et c'est vrai que par mon parcours de consultante indépendante et de chercheur sur le parcours du patient et le parcours de vie des patients, des usagers, je me rends compte que en tant que chercheur, on peut avoir une carte à jouer importante pour apporter aussi des preuves scientifiques pour la levée de fonds. Je sais que quelqu'un qui est prêt à financer un projet, il serait très intéressé de savoir finalement quelle est la portée, quelle est la retombée de ce projet, retombée économique, retombée sur la santé, clinique, comment intégrer aussi toutes ces solutions, tous ces produits de la tech pour les femmes et aussi pour les autres dans le système de santé, parce que ça peut être vraiment des atouts pour améliorer la condition des usagers, des patients. Donc, j'aimerais savoir, voilà, votre avis aussi sur ces questions. Alors, et si les chercheurs peuvent être utiles. Oui, alors c'est pas moi qui vais le dire le contraire. Avec MySLife, on a lancé un partenariat avec un laboratoire du CNRS et de l'INRIA sur du traitement automatisé du langage, et on est passé, alors ça c'est pour tout le monde, on est passé par le réseau Curie. C'est super le réseau Curie, parce que le réseau Curie, ça met en relation des chercheurs, des labos de recherche et des entreprises pour justement travailler sur une thématique précise. Et je sais que beaucoup de femtech à un moment de leur développement, de toute manière, se tournent vers ce type de réseau ou de mise en relation, parce que c'est indispensable. Donc oui, moi je suis complètement d'accord avec vous, quoi. Je rebondis parce qu'il nous reste encore 1 minute. C'est le logiciel qu'on planifie toujours comme ça pour, hélas, pas déborder, même si c'est très intéressant. Donc, avant de céder la parole à Myriam, Juliette, je te remercie pour ça et c'est extraordinaire. Donc, sur la plateforme Femmes de Santé ou via nous, vous pouvez toujours voir Juliette et elle répond sur LinkedIn, effectivement. Myriam, je vous cède la parole. La recherche, c'est extrêmement important. Merci de le rappeler. Je trouve qu'on n'a pas assez de chercheuses dans le réseau. Myriam. Oui, bonjour. Bonjour Myriam. Je suis bien. Bonjour Juliette. Je suis ravie d'assister à ta présentation. Alors, je connais Juliette par ailleurs. Et en fait, Laurie a dit à peu près ce que je voulais dire. Moi, je suis pas chercheur, je suis pharmacien. Et je trouve que ce réseau, que c'est vraiment d'utilité publique ce que Juliette fait. Et je voulais le dire de façon publique parce que je le lui avais déjà dit. Merci. Donc, bravo, il faut continuer. Merci Myriam. On est bien d'accord.